Bonsoir. Rien qu'on ne sait déjà et rien dont le roi n'ait pas déjà fait le constat. Dès 1999, le souverain établit le diagnostic. L'enseignement souffre d'une crise chronique. Le rang du Maroc, parmi les cancres du classement de PISA, 20 ans après, vient confirmer, répandant sur le pays une nouvelle onde d'émotions indignées. Le rapport PISA que publie l'OCDE tous les 3 ans est un programme international pour le suivi des acquis des élèves. Son classement découle d'une vaste enquête auprès de 600 000 élèves représentant quelques 32 millions d'élèves âgés de 15 ans dans les 72 pays composés de pays membres de l'OCDE 37 et de pays partenaires 32. L'enquête consiste en une épreuve de 2 heures portant sur 3 domaines: la compréhension de l'écrit, les mathématiques et les sciences. Détailler le classement, établir des comparaisons, en définir la crédibilité, reprendre la problématique de l'enseignement avec pour trame, en parler et oublier jusqu'au prochain rapport. En deuxième partie de ce débrief, nous aborderons l'article qui fâche, l'article 9 de la loi des finances 2020. Il déplaît aux magistrats et aux avocats aussi bien qu'aux justiciables, potentiels ou déjà en cours. Pour ne rien gâcher, il crée un nouveau couac au sein du gouvernement et met à nu l'autorité de son chef sur ses propres députés. Nous rendrons ensuite visite à la Tunisie qui peine à trouver un gouvernement. 2 mouvements, le courant démocratique et le mouvement du peuple, ont annoncé le retrait des consultations pour la formation du gouvernement. Ce retrait complique considérablement la charge du Premier ministre désigné qui n'a, selon la Constitution, que 60 jours pour former son cabinet. Il en a déjà consommé presque la moitié. Aux dernières nouvelles, le parti Ennahda, arrivé en tête des législatives, fera partie du nouvel exécutif. La Tunisie s'achemine-t-elle vers une crise politique? Pour en débattre, Jamel Hattabi, professeur de sciences politiques à la faculté de droit de Mohammedia, et Idriss Issaoui, journaliste, analyste politique et un tas d'autres choses. On aurait pu également parler de la présidentielle algérienne, mais on préfère la garder au chaud pour la semaine prochaine, le temps que la décantation fasse son œuvre dans la crise complexe et compliquée que traverse ce pays. Pour revenir au sujet qui, ici et maintenant, nous échauffe un peu les oreilles, qui pour nous expliquer ce que c'est PISA et quelle crédibilité a ce rapport? Vous venez de le dire. C'est un rapport qui est établi par l'OCDE, qui est quand même un organisme assez sérieux, qui accompagne le Maroc sur beaucoup de chantiers, notamment le gouvernement ouvert, la modernisation de l'administration, sur la bonne gouvernance, etc. C'est une mesure, en fait, ça a été demandé, c'est une demande insistante, même de la part du Maroc, de faire cette évaluation. Il se trouve qu'ils le font dans le cadre d'un grand échantillon, et c'est tant mieux que cet échantillon puisse comprendre des niveaux de développement de l'enseignement dans ces pays-là. Écoutez, ce n'est pas la première fois que ce constat est fait. C'est au moins la deuxième fois. Et la première fois où ce classement est sorti, et tout le monde a rué dans les brancards, on a dit « oh, c'est pas possible », etc. Ce qui est vrai, en fait, c'est que le degré d'assimilation de nos élèves, que ce soit au niveau du primaire ou au niveau du collège, il est véritablement très indigent en ce qui concerne les mathématiques, en ce qui concerne les langues, la langue française, la langue arabe, même la langue arabe. Et les gens n'ont pas justement cette capacité d'assimilation. Et de toutes les manières, c'est un classement qui devrait non pas nous rendre furieux, mais au contraire... En prendre acte. Il faut en prendre acte, parce que la crise de l'enseignement, vous l'avez souligné, le roi n'a eu de cesse de dire attention. Depuis 1980, dès 1999. Dès son intronisation, sachant que tous les débats sur le système d'éducation et de formation est venu avec nous depuis l'aube de l'indépendance. Il y a eu plusieurs forums, plusieurs approches. On a fait des réformes. Le plus célèbre est le colloque d'Ifrane déjà en 1970. Mais à mon sens, à mon humble avis, on a trop politisé ce débat sur l'éducation et la formation. Les choix stratégiques qui auraient dû être pris pendant un moment n'ont jamais été suivis d'effets ni de continuité.
savez, l'enseignement, ce n'est pas un système que l'on peut changer tous les ans, ni tous les 2 ans. C'est comme l'agriculture. On sème aujourd'hui, on récolte 15 ans après. D'ailleurs, heureusement, pour l'agriculture, c'est une année. Mais c'est-à-dire que quand on le fait, je veux dire quand on est dans l'arboriculture, vous avez un olivier, vous avez un pommier, etc., vous attendez 4 ans, 5 ans. Un élève aussi, ça. Voilà, un élève, c'est exactement la même chose. C'est une génération. Une génération. En arabe, il y a un terme très, très précis, at-tinshi'a. Ça, c'est important. Tinshi'a, ça renferme énormément de choses. Donc, pour cela, qu'est-ce qui pose problème? Les spécialistes parlent de rendement interne du système. C'est ce dont on est parlé. Il y a le rendement externe, c'est-à-dire est-ce que ce système d'éducation et de formation est capable, disons, de donner accès à des emplois ou pas. Ce système-là, le rendement interne, il est plus que défaillant. Maintenant on en reste d'abord dans PISA pour mieux comprendre. On est dans le PISA. Oui, non, c'est-à-dire pour les solutions et les moyens de les mettre en œuvre. D'abord, qu'est-ce que c'est l'OCDE pour les téléspectateurs? Et ensuite, est-ce qu'il y a qui contestent les méthodes d'enquête de PISA parce qu'on suppose ou on subodore ou on incrimine que les États étant eux-mêmes désignés pour choisir les élèves qui vont concourir à ce PISA, ils choisissent les meilleurs et qu'en définitive, ça fasse les données. Et nous, on ne choisit pas les meilleurs. Attends, ce qui n'arrange pas la situation du Maroc, parce que si en choisissant les meilleurs, on arrive à ce résultat, c'est la catastrophe. Oui, je crois que c'est une sorte de fuite en avant. Le rapport tombe à pic pour confirmer une situation que nous connaissons, une situation qui est préoccupante, pour ne pas dire une situation désastreuse. Et vous l'avez souligné tout à l'heure dans l'introduction, les préoccupations en fait, concernant le système éducatif ont commencé il y a quelques années. Ils ont commencé avant même que Sa Majesté Mohammed VI arrive au pouvoir. Déjà en 1990, Feu Hassan II avait déjà sonné l'alarme déjà en parlant d'un système qui arrive à bout parce qu'il avait rempli sa fonction de renouveler, de maroccaniser l'administration. Il fallait à ce moment-là passer à autre chose, passer à un autre système, un système créateur, innovateur, un système qui va créer de l'intelligence. Et l'intelligence, ça se fait dans ces domaines-là. Au-delà de la polémique, bien entendu, sur comment on a choisi, comment on a fait, les mathématiques et les sciences, ce sont les deux mamelles du développement. Il n'y a pas de développement sans ces deux choses-là. Dans les années 70, dans les années 80, on était considérés comme performants dans ces domaines-là. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Plusieurs réformes, beaucoup d'argent ont été mis là-dedans, mais on n'a pas encore trouvé la combinaison, la clé qui va permettre de démarrer, démarrer le système. J'aimerais juste expliquer que pour le Maroc, l'enquête a porté sur les capacités de 6814 élèves de 179 institutions au secondaire en compréhension de l'écrit, en mathématiques et en sciences. Résultat, classe 75e sur 79. Le Maroc fait office de cancre dans les pays de la région MENA. On fait à peine un peu mieux que les Philippines, la République dominicaine, le Liban et le Kosovo. Bon, on parle donc d'une crise. Elle est réelle, elle est chronique, comme l'a dit le souverain. Alors, on a eu la COSEF. On a eu le plan d'urgence, on a eu le rapport du Conseil supérieur de l'enseignement et de la formation, on a eu la loi CARD. Vous pensez que maintenant qu'il y a la commission pour le nouveau modèle de développement qui est en train de se mettre en place, est-ce qu'elle va devoir encore se pencher à son tour sur ce sujet? Pas particulièrement, c'est-à-dire que ça sera un input dans sa réflexion. Il ne peut pas réfléchir sur un nouveau modèle de développement en ne prenant pas les carences, le capital humain, justement, du capital humain, qui est le moteur du développement. Alors, quand on pense à ça, alors pour rendre justice à quelques élèves qui sont quand même assez brillants, qui participent aux Olympiades des mathématiques, mais ça, si vous voulez, c'est l'exception qui ne confirme pas la règle. Alors, nous en avons. Nous avons également des étudiants de l'enseignement public qui sont dans les grandes... C'est l'exception qui cache la règle. Qui cache la règle, absolument. Donc c'est un effet d'optique. Ceux qui ne sont pas contents
de ce classement PISA, écoutez, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Il faut véritablement qu'ils le prennent pour parler un langage de vérité. Ce sont les produits des lycées d'excellence. C'est-à-dire que si aujourd'hui cette dichotomie entre public et privé, ça ne s'est Déjà, l'idée jamais d'avoir voulu posé. créer ces lycées d'excellence, Non, c'était pas déjà de laisser en rade Absolument. le reste. Le reste, c'est-à-dire qu'on vient, on dit que ceux-là, ils ont une capacité d'assimilation qui est supérieure, mettons-les ensemble, mettons les champions Et ça, ensemble. c'est des cas désespérés. Les cas moyens et désespérés, on les met ensemble. Comme ça, on creuse davantage le sillon et on enterre les gens. Non, ce n'est pas possible. Pour créer l'illusion d'avoir... Oui, l'illusion d'avoir de l'excellence. Mais ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que nous avons un regard, disons, une introspection sérieuse à faire sur nos méthodes d'enseignement, à faire sur la qualification du personnel chargé d'enseigner. Ça, il faut le dire. Il ne faut pas. Maintenant, il y a un cas plus grave. Les besoins de recrutement au niveau du secteur de l'enseignement, avec l'augmentation des cohortes d'élèves et d'étudiants, ont amené le gouvernement à faire de la contractualisation avec une formation cocotte-minute de ceux qui sont déjà issus d'un système d'enseignement qui n'est pas aussi défaillant. Vous les recrutez après une formation de 6 mois. Alors qu'aujourd'hui, le principe, c'est, d'ailleurs, vous qui êtes enseignant, qui êtes dans l'université marocaine, vous vivez ça tous les jours, il y a cette idée qu'on dit aujourd'hui, il faudrait verser quelques points de PIB dans l'éducation parce que la situation matérielle... Les gens, on verse un tiers. Maintenant, on dit qu'il faut ajouter 2 points. Déjà, on est à 6%. Évaluons ce qu'on a mis déjà. Oui, on a évalué. On a fait que ça qu'évaluer. C'est-à-dire qu'on ajoute 2 points de PIB dans l'éducation, qu'il faut revaloriser des salaires qui sont déjà par rapport au salaire moyen pas mauvais, pas mal, et que pour rendre le secteur attractif, pour qu'il ne soit pas le refuge des diplômés chômeurs. Donc, je crois en fait que ici, la gravité en fait de ce rapport, c'est que ça concerne le futur. Il nous parle d'un futur qui n'est pas très réjouissant. On n'est pas à l'université, la fin de la carrière, et qui connaît des évaporations, etc. Ici, on est en train de former les chercheurs du futur, les étudiants du futur, cette faiblesse, elle est impardonnable parce qu'elle est dans des secteurs qui sont extrêmement importants. La compréhension, les mathématiques. Exactement, c'est ça qui fait l'intelligence. D'autant plus que nous sommes dans une société aujourd'hui qui évolue. Alors je vous donne juste un chiffre. D'après l'enquête, la frange d'élèves peu performants dans les 3 domaines au Maroc s'élève à 60%. 60% de quoi? D'incompétents, de ceux qui n'arrivent pas. Mais c'est gentil. C'est gentil parce qu'en fait, on a tiré vers le bas. Il y a, depuis quelque temps, nous sommes dans une... Parce que pour la Chine, par exemple, c'est 50% de performants, de bons. Ben, pour le reste, c'est 15, et quelques. Là, mais on est... Oui. Ah non, nous ne sommes pas très loin si la Chine est à 60%. Non, eux de bonnes performances. À 50, et nous, on a 40. Eux, ils sont à... C'est-à-dire le taux de déperdition, de la qualité de l'enseignement. Chez nous, c'est l'apprentissage. 60% de non-performants. C'est-à-dire nous dépassons les 50. Un taux de déchet La Chine, c'est 50 de performants. Oui, mais c'est pour le reste, c'est dans les 15, 20. Par rapport à quoi? Parce qu'en fait, l'objectif étant par rapport aux tests qu'elles sont soumis, d'un système, c'est un système qui doit fonctionner dans sa globalité. On ne doit pas prendre prôner que de l'excellence, on doit prôner l'excellence citoyenne, celle qui accompagne tout le monde. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui restent sur le bord du chemin. Nous avons besoin de mathématiciens, nous avons besoin de scientifiques, mais nous avons besoin aussi d'autres choses. De sociologues, d'anthropologues, de philosophes, de penseurs, d'artistes, de poètes, de cinéastes. Oui. Aujourd'hui, ce qui crée les richesses dans les pays développés, ce n'est pas les tracteurs, c'est l'intelligence qui est liée aux loisirs. Nous sommes dans une société de loisirs où il faut aussi donner de l'importance aux autres matières. Ouais. Il est vrai que quand on est
performant en mathématiques, donc on l'a déjà vu, l'histoire l'a confirmé, les grands auteurs, l'auteur qui a écrit Alice et Pays des Merveilles était un mathématicien et d'autres, donc on le voit ailleurs que la majorité en fait des gens qui produisent dans les arts et qui produisent aussi au niveau de la littérature, qui produisent du bien, ce qu'on appelle les biens culturels, sont aussi des gens intelligents. Ce rapport, pour moi, n'est pas quelque chose de surprenant, c'était attendu, et il fallait en fait piquer. Il fallait qu'on nous pique dans notre honneur. Oui, on est piqué dans notre honneur. De rappel. Et j'espère que la réaction va être qu'est-ce qu'on doit faire, et pas on va essayer de trouver des explications futiles sur quoi l'échantillon n'était pas bon. C'est un constat. Nous sommes faibles et il faut trouver le moyen de devenir performants. C'est ça le défi. Vous vouliez tout à l'heure réagir oui, absolument, sur les... là. Vous me dites il faut rajouter 2 points du PIB pour améliorer le traitement des fonctionnaires. Non, pour dire... oui, pas uniquement. Non. Maintenant, évaluons d'abord ce que nous mettons aujourd'hui en investissement matériel, en effort national. Mais c'est déjà fait. Non, ce n'est pas fait du tout. Alors, à quoi ça a servi la COSEF? La COSEF... Mais écoutez, d'abord, moi... C'est une charte. Moi, je dis évaluation financière. Alors, je suis un martien. Non, vous n'êtes pas un martien. Et vous me dites qu'il y a des commissions qui ont travaillé pour émerger sans faire l'évaluation de ce qui est. Le roi Mohamed VI, en demandant au Conseil supérieur de l'éducation et de la formation, dans un discours, il leur a demandé de faire l'évaluation. Il y a l'unité chargée de l'évaluation au sein de ce conseil que dirige Rahma Bourqiya, le professeur Rahma Bourqiya, et qui a fait l'évaluation. Il y a de quoi tomber raide. Par exemple. Par exemple. C'est-à-dire, il vous montre que l'essentiel de l'échec des 10 ans de charte de l'éducation ont été, surtout les fonds, ont été dilapidés purement et simplement avec un gros problème sur la gouvernance de l'investissement de ces fonds. Il y a ensuite, c'est-à-dire que le projet en lui-même est intéressant, la construction théorique est intéressante, mais l'implémentation, la mise en œuvre, c'est elle qui a posé problème. Ensuite, on est venu avec le Conseil supérieur. Elle a posé problème où? Elle a posé problème au niveau de sa mise en œuvre, au niveau dilapidation, corruption, bien sûr. Mais le rapport existe, tout le monde peut le lire. Moi, je sais qu'il existe. Le rapport est là et il fait justement un constat consternant sur la manière dont les fonds ont été utilisés. Sur le programme d'urgence, la même chose. 43 milliards de dirhams. On n'a même pas fait l'évaluation concrète, le caractère tangible des dépenses. On a fait des formations pour qui c'est qui en a profité, etc. On s'arrête là. Il y a le Conseil supérieur, qui est une large représentation de la société marocaine, qui ont fait un travail extrêmement intéressant. Une projection sur une quinzaine d'années, avec une approche, avec une vision stratégique. Celle-ci a été, si vous voulez, versée dans une loi cadre où l'on a commencé par poser les mauvais problèmes. Les mauvais problèmes, c'est-à-dire la problématique des langues d'apprentissage a été réglée au niveau du Conseil supérieur. Et on a posé, si vous voulez, une doctrine à ce niveau-là. Et on a trouvé le moyen de faire une polémique vide. Qui a duré des mois. Et qui a pratiquement failli bloquer tout le système. Maintenant, regardons de près ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons un système qui n'est pas performant. C'est comme l'État consacre plus de 30% de ses ressources financières pour l'investissement public. Ça nous donne, en principe, en théorie de développement, en théorie économique, si on fait une projection pour les autres pays, on doit arriver à 7-8% de taux de croissance. Nous, on ne fait que 2, dans le meilleur des cas, 3. Et alors, pourquoi nous avons des investissements improductifs? C'est ça la question. On trouve toujours la même réponse, c'est le problème de la gouvernance. La gouvernance. Donc où réside l'investissement improductif dans l'enseignement? D'abord, on a essayé de faire une généralisation trop rapide. On peut aller dans le détail, mais on n'est pas oublié. Non, en fait, moi, je ne poserai pas la question en ces termes-là. Je les pose en question sociale. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que nous voulons et quel système éducatif nous voulons. Et il faudra mettre l'école à sa place.
l'école doit être, elle est d'abord personnellement, elle est dans tous les foyers. Dans tous les foyers, nous sommes préoccupés de l'éducation de nos enfants. Et il faut aussi qu'au niveau national, qu'on soit préoccupé en priorité par l'éducation de nos enfants. Et là, on doit agir à 2 niveaux. On doit agir d'abord au niveau matériel, au niveau en fait de tout ce qu'il faut faire, le milieu, c'est-à-dire les écoles, etc. Mais on doit agir aussi au niveau de l'être humain, au niveau du capital humain, c'est-à-dire l'apprenant et l'apprenti. Celui qui doit apprendre et celui à travers des moyens. Le professeur et l'élève. Et on ne doit pas agir dans la précipitation. Ça fait 40 ans et vous pensez qu'on... On a agi dans la précipitation tout le temps. Chaque fois. Chaque fois, en fait, je l'ai vécu de l'intérieur et je n'ai pas hésité à le dire chaque fois qu'on ne réforme pas un secteur aussi stratégique et aussi sensible que l'enseignement dans l'urgence. Et on doit éloigner l'enseignement de toutes les querelles politiques parce qu'il s'agit là d'un secteur très stratégique qui permet la formation et la construction des citoyens de demain. Quels citoyens nous voulons ? Est-ce qu'il est normal, par exemple, on a toujours fait de faux procès, l'arabisation, etc., oui. l'araké, machin, etc. Mais est-ce qu'on peut imaginer que dans un pays, on soit, disons, bipolaire ? On fait la formation en mathématiques jusqu'au baccalauréat, on arrête, on commence avec le français. C'est intenable. Oui, mais... Bon, c'est intenable. Maintenant, on a essayé de corriger. Alors, le problème, c'est que maintenant, des situations concrètes. Il y a des élèves... Non, mais la bipolarité... Moi, j'ai des témoignages. La bipolarité, d'abord, de l'enseignement au Maroc, c'est que ce n'est pas un enseignement unique. Ce n'est pas l'école unique. C'est des paliers. Il y a le public, il y a le privé, il y a le public et le privé. Laissons la référence sur l'école publique. Laissons la référence au niveau de l'école publique. On ne parle que de ça. Comment voulez-vous? Moi, j'ai des témoignages d'enseignants qui ont enseigné pendant 15 ans, 20 ans en arabe les mathématiques. Ils vont dans les classes. Eux-mêmes, ils ont des difficultés d'expression et de communication dans la langue de Molière. Alors les étudiants, quand ils vont dans la classe, on leur dit « Écoutez, monsieur, est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça ?» Pourquoi ? Parce que l'autre prof des SVT, il nous a fait le cours en Darija parce qu'il ne pouvait pas ni parler en français, ni parler en arabe classique parce qu'ils ne le comprennent pas. C'est ça le problème. Alors on est devant une situation aussi ubuesque que celle-là. Comment voulez-vous qu'on agisse ? Maintenant, mon ami vient d'expliquer que... Sertabi vient d'expliquer qu'on a trop politisé la chose. On a trop politisé. Il y a beaucoup de dogmatisme, je ne dirais même pas politisé. Il y a du dogmatisme derrière tout ça. Beaucoup de corporatisme. Le corporatisme, le dogmatisme, etc. Et on a tellement fait pour enterrer ce dossier que pour le résoudre. On a aujourd'hui une loi cadre qui doit, en principe, nous orienter sur les 5 prochaines années au moins sur quelles sont les réformes à faire. Mais les réformes, elles ne se portent pas comme ça. Les réformes, il faut les installer. Pourquoi on ne fait pas un ministère régalien ? Oui, il faut, moi je pense. Et ce serait tant mieux. Et ce serait véritablement. C'est une piste à creuser pour l'éloigner des querelles politiques. Et on se dit, et on le confie, même pas des querelles politiques. On le confie à un responsable. Même pas des querelles politiques, ce sont des querelles politiciennes. Qui sera responsable devant la puissance nominatrice. Il faut qu'ils soient aussi responsables devant le Parlement. Il le sera, mais aujourd'hui, il y a des moments, vous savez... Mais il ne faut pas plus... Vous êtes en train... Il y a quelque chose... Il ne faut pas réformer à la hâte. Dans l'enseignement, c'est une question de génération. Il ne faut pas réformer à la hâte. C'est une question de génération. Et on doit se poser la question, qu'est-ce qu'on veut d'ici 20 ans? Qu'est-ce qu'on veut d'ici 30 ans? Juste avant que de terminer cette première partie, est-ce que c'est un hasard que les pays qui pointent à la tête de ce classement sont la Chine, un pays qui n'a pas de parlement, Singapour, un pays qui n'a pas de parlement, Macao, un pays qui n'a pas de parlement, Hong Kong, un pays plus ou moins un parlement. Alors, non, mais il y a les systèmes anglo-saxons aussi qui fonctionnent très bien. Il y a le système anglo-saxon, mais ça ne veut rien dire. Longtemps, écoutez, je crois qu'on est arrivé, on reviendra dans la deuxième partie, je crois qu'on est arrivé à la fin de cette première partie. À tout de suite.
Rebonsoir. On a terminé la première partie alors que ça commençait à chauffer sur la question de l'enseignement, sur comment réformer, par quelle voie, par quels moyens, en constatant que des pays comme la Chine, Singapour, Hong Kong, Macao sont en tête de peloton. Et ce ne sont pas des pays démocratiques, ce ne sont pas des pays qui ont des parlements et qui ne passent pas par ces voies-là. Et pourtant, réussissent. Personnellement, ça me pose un problème depuis longtemps. On a longtemps dit démocratie égale développement. Oui. Or, c'est une équation qui reste juste. Elle reste juste à votre avis. Elle reste juste. Maintenant, pourquoi ces pays ont réussi? C'est parce qu'il y a une conviction derrière. Il y a une conviction qu'il ne faut jamais toucher à quelque chose de vital qu'est la formation et l'éducation, qui est le nerf de la guerre pour tous ces pays-là. Et ils l'ont démontré. Non seulement ça, moi je ne suis pas pour dire qu'il faut être, disons, un despote éclairé pour pouvoir faire ça. Combien il y a de langues en Chine? Ça, c'est une Vous pluralité. croyez qu'ils se disputent là-dessus? Pas du tout. Non. Pas du tout, c'est pour ça. C'est pour ça. Moi, je crois en fait qu'il faut faire le pari de l'intelligence, le pari de l'innovation, et cela, ces États que vous avez cités tout à l'heure, ils ont J'aurais pu ajouter la Corée. Et ils ont fait ce pari-là. Parce que la Corée, quand elle a assuré son décollage, c'était pas avec un système démocratique. Ce sont des constats tristes à faire. Il faut qu'on les fasse. Alors, vous savez, il n'y a pas de... Ce n'est pas une invitation à verser dans le trop plat. L'enseignement, c'est la rigueur. Et on doit inculquer à nos élèves les principes de la méritocratie. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est de la médiocratie, malheureusement. Et on ne fait pas le pari de l'intelligence, on fait le pari de la stupidité. Le pari de c'est toujours la faute. C'est toujours la faute de l'autre. Non, c'est notre faute. Si nous n'avons pas pu relever le défi, c'est notre faute. Nous n'avons pas pu faire ce qu'il fallait au moment où il le fallait et comme il le fallait. Bon, c'est un sujet dont on ne finira pas de débattre, malheureusement, je dois dire, parce qu'on aurait aimé ne pas avoir à en discuter ni à en polémiquer et que ça aille mieux. On va passer à une autre polémique, on va dire, à un autre problème, à une autre situation qui cause certaines tensions, disons, qui a causé certaines tensions, c'est l'article 9 de la loi des finances. C'est quoi l'article 9 ? C'est un cavalier financier. Un cheval de Troie. Un cheval de Troie dans la loi de finances. Il n'a rien à faire là-dedans. Les choses, tout ce qui relève des créances fait partie du Code de commerce et de la procédure civile. Donc ça n'a rien à faire ici. Le problème, en fait, c'est qu'on est en face de quelque chose de très important. Il y avait une grande urgence. Très important. C'est qu'il y a eu des arriérés de paiement chez les collectivités territoriales qui est arrivé à 35 milliards de dirhams. C'est une hémorragie aussi grave que celle que constituait la caisse de compensation. Alors, il faut donner les situations qu'il y a eu, les situations de terrain. C'est qu'il y a eu des gens qui ont gagné des procès contre l'État, des entrepreneurs, etc. Et ils sont allés jusqu'à l'exécution de ces jugements. Et en fait, à l'origine de ce ijtihad, si on peut l'appeler ainsi, de cette jurisprudence, c'est un président de la Cour administrative de Rabat. Il a fait donner la possibilité d'exécuter, parce qu'en fait, même la Constitution le dit. Mais ça, c'est un mauvais problème. Pourquoi? Dans tous les pays du monde, vous ne pouvez pas saisir les comptes d'une institution publique qui assure la continuité du service public. Parce qu'il y a eu des gens qui ont fait des saisies conservatoires sur les véhicules de transport du personnel, sur les outils pour les... Il faut garantir la continuité de l'État. Alors tous les pays, si vous faites de l'analyse comparative avec même les pays les plus développés, les moins développés, c'est une question qui est réglée. Mais vous devez me poser la question, so what? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors moi, je suis entrepreneur. J'aimerais bien que vous nous expliquiez d'abord, l'un de vous deux, Jamel ou vous, Driss, ces 35 milliards que les communes... Ils n'ont jamais payé. Quelle incidence sur les créanciers? Sur l'État, sur les personnes. Oui. Sur les personnes, ça conduit à des faillites. C'est des faillites, c'est des chômages. Bien sûr. C'est des faillites Non, c'est clair. Non, j'ai dit que c'était un problème grave.
Donc la spécificité. Et l'État n'a pas les moyens de combler ces 35. C'est-à-dire, maintenant, techniquement, il y a moyen de gérer tout ça dans la douceur. Je rappelle seulement que l'introduction de cette injonction a été faite par le PJD en 2017. Retiré. Et il a été retiré. Là, Il y a une commission qui travaille. Oui, Jamal, vas-y. Allez-y. Non, ce n'est pas nouveau. Hein. Ces préoccupations ne sont pas nouvelles parce qu'en fait, on sait qu'il y a un lien entre le paiement des créances et la mortalité des entreprises. La spécificité marocaine, en fait, c'est que la grande partie en fait, de la commande, c'est de la commande publique. Les entreprises publiques et les entreprises privées vivent de la commande publique. Et il faut que ces gens soient payés parce qu'ils ont aussi des charges. Des roulements à faire, assurer. Malheureusement, les établissements publics sont des mauvais payeurs. Ce n'est pas uniquement lié au fait que les dirigeants des entreprises publiques ne veulent pas payer. Il y a toujours une parce que c'est des procédures complètement complexes. Alors pourquoi Vous n'allez pas trouver des excuses à l'État. Non, l'État, je vous dis une chose. Si on est citoyen, on ne peut pas contester le fait que l'on ne peut pas c'est-à-dire aller faire une saisie sur une collectivité territoriale. On ne peut pas contester l'idée même qu'un service public puisse continuer. Puisse ne pas exécuter un jugement définitif. Là, on est d'accord. Quelle image donnons-nous de la justice Ça, c'est un problème. Des citoyens. Non, le fait de permettre à rendre exécutoire les jugements a été un problème. Mais le problème, il est où? Il est dans la capacité. Vous savez combien reçoivent les collectivités territoriales sur le budget général, ça représente combien sur le budget général de l'État? C'est 4 à 5%, pas plus. Et ils ont des prérogatives, des charges. J'ai oublié le chiffre exact, combien de milliards de dirhams. Mais c'est complètement insignifiant par rapport aux prérogatives et aux obligations qu'ont les collectivités territoriales. Maintenant, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'effectivement, il y a eu des retards de paiement parce que les budgets n'arrivaient pas, parce que les crédits qui étaient engagés... D'ailleurs, la Cour des comptes a fait récemment tout un listing des mauvais payeurs de l'État. C'est ça. Le problème, c'est quoi? C'est que c'est une relation entre le budget général de l'État et les collectivités territoriales. Il y a eu de la mauvaise gouvernance, etc. Mais le problème, c'est que les fonds dont ils disposaient ne suffisaient que pour un peu d'investissement et le fonctionnement. Quand des marchés ont été, disons, on a constaté et la justice a fait son travail, des fois, donc attention, ils ont vécu sur il y a eu des connivences, attention, il y a eu des connivences sur l'évaluation des préjudices subis par les entrepreneurs. Il y a des petites, des TPE, des PME qui sont victimes, mais il y a d'autres qui ont profité de ces jugements pour gonfler le préjudice. Ah oui, et notamment dans l'autre volet qui est celui de l'expropriation. Alors qu'est-ce qu'on pouvait faire? D'abord, il fallait créer des conditions de préservation de cet outil. Maintenant, quand on donne un budget, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Un budget, une collectivité, il doit prévoir. Il y a il faut faire un équilibre. Il doit prévoir ce genre de situation. Et même s'il ne peut pas payer totalement l'encours ou la dette en totalité, il peut l'échelonner avec les entreprises en question. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une situation grave. Et s'il n'y avait pas ce texte, on aurait été dans des faillites à ne pas... Vous savez, on a saisi des véhicules personnels, on a saisi des choses comme pas possible. Maintenant, est-ce qu'on pouvait continuer? Moi, je pense que, encore une fois, les polémiques politiciennes et comment voulez-vous qu'un parti puisse, porter cette réforme ou ce problème et ensuite s'abstenir? C'est pas possible. Vous savez que sur les trois dernières années, c'est 10 milliards de dirhams. C'est énorme. C'est énorme. Ça ne participe pas à la transparence et à la clarté, ni à la responsabilité des dirigeants, parce que là, ce qu'on est en train de... Il y a quelque chose d'ubuesque dans cette histoire. Ouais. Voilà,
des communes qui n'ont pas les moyens de leur politique, C'est ça. qui tiennent leurs promesses électorales aux dépens d'entrepreneurs. D'entrepreneurs qui sont morts, qui sont en difficulté, etc. Et l'État vole au secours des communes. Non, l'État, il vole au secours de la continuité du service public. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Ni plus ni moins. Mais tout le reste, il est discutable. Tout le reste, c'est-à-dire que l'État ne fait pas son travail quant à la programmation des crédits qu'il accorde aux collectivités territoriales. Il y a ce problème de jurisprudence. Alors vous allez me pardonner, je vais vous lire. Nous sommes dans un état de droit. Et dans cet état de droit, il y a une constitution. Cette constitution garantit les droits des uns et des autres. Elle nous met tous à égalité devant l'autorité de la chose jugée. C'est-à-dire, en fait, que quand un jugement est rendu, il faut l'exécuter. Et les premiers, d'ailleurs, que ce soit dans l'article 126, on a mis les services publics devant leurs responsabilités. Absolument. Quand vous engagez la parole de l'État, et l'État doit respecter sa parole. On a plus ou moins bien compris ce qui s'est passé, enfin ce qui se passe. À ce niveau-là, il y a l'autre volet, celui de l'expropriation. L'expropriation, c'est un autre volet. C'est un volet social. Malheureusement, la propriété privée est constitutionnellement garantie aussi. Vous pouvez demander ce que vous voulez. On l'a vu que des projets tels que l'autoroute de Safi, l'autoroute de Bni Mellal, l'aménagement des baies, le TGV, l'aménagement de l'Hoceima, ce sont des projets, de grands projets qui ont été mis en difficulté à cause du foncier qui malheureusement... Mais en même temps, quand on exproprie, il y a un problème de règlement et de paiement et d'évaluation. La procédure est très claire parce que... la procédure est très claire, mais la pratique, elle ne l'est pas. Il y a une expertise et quand, si vous n'êtes pas d'accord, donc vous allez devant la justice. Malheureusement, la justice joue un rôle... Je vais vous lire. Je vais vous lire devant le Parlement le 14 octobre 2016. Le souverain a relevé que de nombreux citoyens se plaignent des affaires, je cite, d'expropriation, soit parce que l'État ne les a pas indemnisés pour leurs biens, soit parce que l'opération d'indemnisation traîne pendant de longues années au préjudice de leurs intérêts, ou encore parce que le montant de l'indemnisation est en deçà des prix de vente en vigueur, et bien d'autres choses. Alors, et le souverain, donne ses orientations, ses instructions pour que pareille situation ne soit plus. Écoute. Et on est en 2019. Et l'article 9 qui fâche vient nous rappeler que le problème existe. Ce sont deux choses différentes, Anaïm. Ce n'est pas du tout la même chose. L'article 9, il parle des créances des entreprises sur les institutions. Mais là, on est dans l'expropriation. Non, l'expropriation, elle est codifiée. La propriété privée, elle est sacrée. Pour cause d'utilité publique, on veut exproprier, c'est une procédure très complexe et très longue. En principe, il y a eu des cas d'urgence pour des projets qui ne pouvaient pas souffrir de retard. Pour TGV, voilà. Etc. Ils ont accéléré la cadence. C'est à ce moment-là que des problèmes peuvent surgir. Et même dans le cas d'une expropriation normale, il y a beaucoup de gens qui ont été effectivement lésés. Ça, c'est un problème qui va rester posé pour l'État. Exproprié pour cause d'utilité publique, je veux bien participer. Mais vous m'enlevez mon terrain. Vous m'enlevez disons, l'essentiel de la relation que j'ai avec la terre, vous l'enlevez au mépris des préceptes constitutionnels. Mais après ça, dans la complexité de ce projet, c'est ce que le souverain relève, c'est que la partie, le maillon faible du processus, dans l'exécution, souffre. Et le roi donne ses orientations et on en parle. Vous savez, ce n'est pas tout le temps le citoyen qui souffre, c'est pas tout le temps. Parce que là où ça a bloqué, dans l'expropriation, il y a deux voies. Soit la voie à l'amiable, à ce moment-là, en fait, on se met d'accord et ça passe rapidement, soit la voie contentieuse. Et la voie contentieuse, malheureusement, on est souvent devant une surestimation exagérée des biens. C'est ça qui fait que les choses traînent. On met en face deux droits
deux intérêts. Un intérêt privé de l'individu qui juge tout à fait légitime de demander le prix qu'il veut. Il y a le prix du marché. Voilà, le prix du marché. Et le prix, l'intérêt général qui est celui de faire la collectivité. de la collectivité. D'exproprier au moindre coût. Non, même pas. On n'a jamais exproprié au moindre coût. On a tout le temps exproprié en fonction des expertises. Et les individus, malheureusement, jugent souvent que ce n'est pas assez juste. Bon, maintenant, là, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un projet, il y a un budget. Et dans le budget, on met une partie pour l'expropriation, pour l'indemnisation. Souvent, c'est minoré. Quand on fait le business plan, c'est minoré et on arrive avec des montants faramineux. Et du coup, donc, c'est les tergiversations au niveau des procédures, etc., qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont lésés, comme le dit le roi dans son discours. Bon, il y a eu un compromis sur l'article 9. Oui. Compromission. Allez-y. Compromission. On a vu un jeu de chaises musicales, une opposition qui vote pour, une majorité qui vote contre, des gens qui s'abstiennent, qui sont les porteurs. Oui, c'est vrai, on a oublié le quoi. On a un chef du gouvernement qui a passé. Non, mais je crois que moi je voulais je voulais juste mettre le point sur ce qui s'est passé en 2017. En 2017, rapidement, en 2017, le problème s'est posé et on a retiré. Et on a établi une commission sous la présidence de Mustafa Ramid. Elle est aujourd'hui en train de rendre ses conclusions et qui sont réalisables et réalistes. Pourquoi passer outre ? On a introduire quelque chose là où elle ne devrait pas être. Franchement, c'est un débat est un débat de fond. Un Premier ministre, un chef du gouvernement qui passe la loi, le projet à l'époque en Conseil de gouvernement, en Conseil de ministres sous la présidence du souverain, et au Parlement, il y a un couac. Son groupe vote contre lui. Ouais. Et ça, c'est la lecture qu'il faut faire du jeu politique dans ce pays. Mais c'est quoi ce jeu ? Il est pas du tout ni lisible, ni on peut pas le décrypter. Il y a un problème de clarté dans le champ politique marocain. Donc les gens n'ont pas le courage de leurs idées. Et puis on se cache. D'ailleurs, comment les amendements... C'est une bonne transition. Comment les derniers amendements apportés par la Chambre des conseillers ont été surpassés. Ils n'ont pas été surpassés parce que les députés ont voté contre, mais parce qu'on a brandi aussi l'arme constitutionnelle qui est là pour garder cet équilibre budgétaire. Moi, j'aime bien ce manque de clarté. Il y a un manque de clarté en Tunisie aujourd'hui ? Non, je pense que c'est un paysage qui était, du moins, au lendemain de l'élection du nouveau président, je pense que Là, je suis passé sans transition. Absolument, c'est bien. Parce qu'on est dans une structure sociologique qui ne ressemble pas, ou on ne peut pas le dupliquer. Mais en Tunisie, ce qui s'est passé, on a élu un président après une phase assez compliquée, justement, avec une campagne électorale présidentielle inédite en Tunisie, avec un profil d'un nouveau président qui fait toute la différence avec ceux qui l'ont précédé. Et aujourd'hui, on savait que c'était le Ennahda qui régente aujourd'hui disons, le paysage politique en Tunisie. Et c'est ce qui a fait toute la difficulté pour les autres formations politiques, les autres sensibilités, à pouvoir s'exprimer ou au moins faire partie de cette aventure. On nous annonce que Ennahda a décidé de participer au gouvernement, ça serait le comble qu'il ne participe pas. Parce que c'est eux qui ont désigné le chef du gouvernement, qui l'ont proposé. Pratiquement. Mais alors, pour moi, c'est un problème de calendrier électoral. En fait, on aurait pu et on aurait dû, ça c'est trop tard maintenant de le dire. Mais c'est une lame de fond en Tunisie. On aurait dû faire d'abord l'élection présidentielle et dans le sillage faire une élection législative parlementaire qui aurait certainement donné au président une majorité. Aujourd'hui, c'est impossible. Et je crois que le débat que nous avons eu à la veille de l'élection de M. Saïd
on avait déjà soulevé cette question qu'il sera l'otage du Parlement. Il sera certainement l'otage de ce Parlement qui est disparate, où on n'arrive pas à dégager. Mais Habib Jmil, le chef du gouvernement désigné, lui, est en train de travailler à ce qu'il semble. C'est une question d'heures. Non, ils annoncent peut-être pour la prochaine semaine, mais on n'en sait rien. Mais est-ce que ce gouvernement sera capable de relever le défi? Parce que quand on a une majorité claire et nette, comme ça a été le cas pour l'élection présidentielle. La démarche de Habib Jmili, c'est d'essayer d'avoir un gouvernement, non pas sur la base des appartenances politiques, mais ça existe chez nous. Vous parliez tout à l'heure des compétences. Des compétences et pragmatiques. Je ne sais pas, on a déjà un président qui est pragmatique et qui est compétent quelque part, mais isolé. Mais lui, il n'a pas d'outils. Son choix, le choix du président ne dépendait pas de parlementaires. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure que c'est un problème de calendrier. On aurait dû inverser le calendrier d'abord, l'élection présidentielle et une élection parlementaire qui aurait permis... Non, il veut dire le contraire. Élection législative qui, à terme, quand on aurait pu aller vers Non, la règle veut qu'on élise d'abord un président pour que les législatives lui donnent une majorité. Mais ça, c'est valable pour la France. Ça, c'est une règle française. Théoriquement, il n'a pas de parti politique. Non, théoriquement, il n'a pas de parti politique. Il n'a pas de majorité. Il n'a pas de majorité non plus, parce que... apparemment, Nahda est en train de lui prêter main forte. Non, il n'a pas la main non plus sur le gouvernement, le président, à part la défense et l'intérieur. Mais c'est quelqu'un qui a promis beaucoup de choses. Donc c'est quelqu'un qui va être jugé sur les actes. Et les actes, c'est le gouvernement. Mais si Nahda, qui va diriger le gouvernement, s'il arrive, parce qu'il y a deux partis qui sont retirés et qui ne veulent pas... qui ont dit on ne participe pas dans ces conditions à ce gouvernement sur lequel Nahda voudrait avoir la même mise parce qu'il y a des oppositions idéologiques et un fossé. C'est normal, ça c'est la Tunisie. Vous savez, c'est une société composite comme le Maroc. Il y a les modernistes, il y a les démocrates, il y a les extrêmes gauches, non, je répondais juste pour cette observation que le président a promis beaucoup de choses. Il a promis beaucoup de choses, mais il n'a pas la main sur le gouvernement constitutionnellement. Écoute, mais de toutes les manières, il devra assumer aussi, parce qu'en fait, il a apporté un son nouveau, un souffle nouveau, de l'espoir. Il a suscité de l'espoir parmi les jeunes. Donc les gens l'attendent. Et on ne peut pas réfléchir comme ça et dire... Je crois. Comment? Il peut dissoudre. Oui, il peut dissoudre. Il peut créer une oui, tout à fait. Si jamais ça ne marche pas non, demain... en dehors de ça, c'est-à-dire même si ça marchait un gouvernement sur lequel Nahda va avoir la même mise, si le président n'arrive pas à faire passer son programme électoral ou une partie, il pourrait Maintenant, la difficulté pour Nahda, c'est de trouver justement les formations politiques qui accepteront de jouer le jeu. Alors, apparemment, sur la répartition des portefeuilles, sur la configuration du prochain gouvernement, chacun maintient sa position. Le retrait des deux formations dont et personne ne veut jouer la pointe. Voilà. Tous les partis ont envie d'être le parti et pas un parti d'appoint. On verra. Merci Jamal Hattabi, professeur de sciences politiques. C'est toujours un plaisir. À la faculté de droit de Mohammedia. Merci Idriss Essaoui et chers confrères analystes politiques. Merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis et qui ont eu la patience de nous écouter. Et à la semaine prochaine, Inch'Allah.